3, 2, 1. Rebonjour à tous et merci d'être avec nous à nouveau pour commencer cet après-midi d'échange. On espère que la matinée a été fructueuse. Nous nous retrouvons désormais pour parler, comme vous le savez sans doute, du sujet des eaux non conventionnelles, comme c'est écrit, et tout ce qu'elles représentent en termes de potentiel, mais aussi de défis. Une conférence pilotée par la région Occitanie et ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie. On les remercie. Alors, il y a les eaux usées traitées, les eaux de pluie récupérées, les eaux pluviales de nos villes, les eaux grises de nos douches et lavabos, de lave-linge. Autant d'opportunités qui permettraient de soulager les prélèvements au niveau de la ressource en eau, mais qui posent aussi des questions sur les plans réglementaires, sociaux, technologiques. Nous allons évoquer cela avec des cas pratiques dans différents secteurs, tels que le bâtiment, les stations de lavage, les laveries. Et nous aurons aussi des exemples de ce que les collectivités mettent déjà en place aujourd'hui. Pour en débattre, nous accueillons donc sur scène Éric Cadoré, à nouveau. Merci d'être à nouveau avec nous. Conseiller régional, président de la commission eau à la région Occitanie. Ariette Sourzac, chargée d'études innovation, réutilisation et micropolluants à l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Bienvenue également. Pauline Debézieux, responsable d'activité blanchisserie chez Gache Chimie. Vous êtes la bienvenue. Évrard Pognon, directeur du développement et responsable commercial de Wallace Group. Armance Valette, docteur en psychologie sociale et environnementale, chargé d'études économie et recyclage de l'eau chez DV2E. Thibaut Boudeville, chef de projet réutilisation des eaux usées traitées chez Toulouse Métropole. Et nous aurons avec nous en visio Michael Akimovic, que l'on voit apparaître, universitaire à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, donc avec nous en visioconférence. Merci à vous tous. Je rappelle, comme ce matin, que vous pouvez poser des questions à nos intervenants. Il y aura deux séquences, une à mi-chemin, à mi-parcours et puis une à la fin de la table ronde. Donc n'hésitez pas à noter vos interventions pour plus tard. Et je précise également que cette conférence, comme toutes les autres, ce matin, cet après-midi et demain, sont enregistrées et seront diffusées sur la chaîne YouTube de Cyclo dans quelques jours, donc vous pourrez les revisionner. Nous allons commencer avec vous, Éric Cadoré. Merci d'être à nouveau avec nous. On va passer beaucoup de temps avec vous pendant 2 jours et on est ravis. Pour la région Occitanie, normalement, ils sont réglés, vous n'avez rien à toucher. Comment est-ce qu'on voit ce sujet de la réutilisation des eaux usées non conventionnelles à la région Occitanie? D'un bon œil, avec prudence? Non, avec beaucoup de motivation, Ouais. sachant qu'on est à l'interface finalement entre le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau, qui sont des divisions un peu formelles, dont on s'aperçoit avec l'expérience, le temps par rapport au changement climatique et aux enjeux d'aujourd'hui que c'est le cycle de l'eau qui compte. Et finalement, cette division, elle est un peu fortuite. C'est des défis importants qui sont liés aux eaux non conventionnelles. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est les eaux usées traitées, les eaux pluviales, les eaux ménagères. Ça englobe des aspects technologiques, organisationnels, sociaux, réglementaires. Il y a beaucoup de dimensions. Et je suis content d'accueillir aujourd'hui un ensemble de personnes qui sont concrètement dans ces sujets. Donc je pense qu'il sera plus important de leur donner à eux la parole pour illustrer le sujet. Mais je voudrais quand même, en les remerciant de leur présence, vous dire que face à la raréfaction de la ressource, on a besoin de rationaliser les usages de l'eau, qu'ils soient domestiques, touristiques, agricoles, industriels, l'ensemble des secteurs qui utilisent l'eau, et de réduire les prélèvements. L'objectif, il est là, à ce qui est réellement nécessaire, de ne pas surutiliser, surconsommer l'eau. De fait, la réutilisation des eaux non conventionnelles, que ce soit les eaux usées traitées, les eaux pluviales, ça présente des intérêts sur des aspects quantitatifs, bien sûr, sur la disponibilité de la ressource, mais aussi qualitatifs. C'est-à-dire quel type d'eau on remet dans le milieu une fois qu'on l'a réutilisée, avant de la réutiliser et après l'avoir réutilisée. Donc ça constitue un gisement très important
Mais finalement, en France, c'est pour l'instant quelque chose de très peu réalisé. On est à peine à 1%, je crois. Alors les chiffres ont dû sûrement évolue vite, évoluer, mais ça reste évolue vite. marginal par rapport à d'autres pays. Voilà, c'est ce que vous on voulez est dire. marginal pour plein de raisons historiques, de règlements, de savoir-faire, etc. Mais en Espagne, c'est 12%, en Italie, c'est 8%, à Chypre, c'est 75%. Il y a d'autres pays où c'est encore plus fort. En tout cas, autour de la Méditerranée, moi j'ai assisté récemment à des colloques internationaux de coopération, alors soit l'Eurorégion avec le projet What Save Reuse, qui est de la réutilisation de l'eau dans le tourisme, soit aux rencontres internationales à Tunis sur le forum euro-méditerranéen de l'eau. Il y a des pays où ces choses-là sont très avancées. Et donc on a besoin de regarder ce qui se passe ailleurs et de regarder chez nous ceux qui ont commencé à agir sur cette question, qui vont nous témoigner avec beaucoup d'enthousiasme, je l'espère, leur expérience. Donc nous, à la région, on a lancé ces dernières années une étude qui a été destinée à définir les potentialités de réutilisation des eaux usées traitées à l'échelle de l'Occitanie, qui a surtout abouti sur un cahier méthodologique sur la réutilisation des eaux usées traitées en Occitanie. Et on a lancé un appel à projet qui a très bien marché sur l'économie d'eau, ECO, qui a été initié dans le cadre de l'entente pour l'eau avec le bassin Adour-Garonne, avec l'État et l'Agence de l'eau. Donc cet appel à projet a été lancé en 2021. Il a pour objectif d'accompagner l'émergence de projets et il permet de satisfaire de multiples usages tout en contribuant à des économies et des substitutions d'eau brute. C'est ça l'objectif. On a participé, je vous l'ai dit, donc à un projet européen LIFE What Save Reuse. On est aussi dans le financement du défi clé de Water Occitanie, le WOC, qui est assez connu. Il y a une mise en œuvre de programmes avec des pôles régionaux de recherche importants, avec l'UNESCO, Ice Reward, différents organismes. ADOC sont impliqués, Aquavalley est impliqué. Bon, il y a des organismes que la région pilote qui sont très impliqués dans cette valorisation de la recherche et de ses applications dans le quotidien sur comment utiliser l'eau et mieux la gérer. Voilà. Et je finirai sur le plan haut régional, mais j'en ai parlé ce matin, donc je ne vais pas trop réinsister. Que le public n'est pas le même. Voilà. Le plan haut régional a été adopté en juin 2023 après une large concertation à la fois des industriels, des acteurs de l'eau, des collectivités, mais aussi des citoyens. C'est très important. On a défini 3 axes d'intervention de manière à, d'une part, économiser l'eau, valoriser les bonnes pratiques. Ça, c'est le premier axe. Et ensuite aussi utiliser, être exemplaire sur nos propres ouvrages, sur nos propres bâtiments publics, les lycées, sur l'ensemble de nos actions, de nos politiques, à penser à l'eau à chaque fois qu'on met en œuvre des politiques publiques. Et troisième aspect, c'est la valorisation du réseau hydraulique régional, avec d'un côté la CACG sur la partie ouest, et c'est ça. Et là, sur la partie est avec BRL, qui sont présents aussi sur ces journées. Et voilà, je suis impatient d'écouter les témoignages des acteurs pour voir comment ça peut se caler avec nos politiques publiques et comment on peut toujours avoir à l'esprit de réorienter nos politiques en fonction des besoins et de l'actualité. Alors je lisais ce matin une interview de Carole Delga qui disait qu'elle voulait, avec vous tous, faire de l'Occitanie la première région française en matière de réhute. Objectif 10 millions de mètres cubes d'ici 2030. Donc il y a une volonté politique très forte. Ça va s'accompagner, j'imagine, de financement. Voilà, il y a des financements. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la région peut être facilitateur, peut être acteur de mise en coopération, d'aider les recherches et les travaux et les réalisations. Mais on n'est pas, nous, opérateurs directs. Ce n'est pas une compétence de la région. Donc on a bien ce recul qui permet à la fois d'orienter les financements, d'avoir des objectifs en termes de qualité, de retenue, d'objectifs vertueux, vertueux par rapport au changement climatique. Et donc on accompagne effectivement, mais on n'est pas opérateur direct. Mais vous soutenez les entreprises et la recherche, c'est d'autres moyens de le soutenir. Ça. Il y a à la fois l'aspect communication, formation et aussi l'aspect réalisation des programmes. Très bien, merci pour l'ambition. Et la région, pour donner un chiffre, il faut donner des chiffres quand même. La région a installé un budget de 162 millions d'euros sur la période du plan eau pour ces 3 axes, avec un ensemble
d'actions et de mesures. Je vous invite à les regarder en détail sur le site de la région. Je ne peux pas vous les décrire là, il y en a 70. Malheureusement, on n'aurait pas le temps. Il me faudrait 2 heures et ça serait un peu rébarbatif. Mais par contre, c'est bien d'avoir l'exemple des réalisations concrètes. Merci beaucoup Éric Cadoré. Parmi les partenaires incontournables sur ce sujet, nous avons bien sûr l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Alors Ariette Sourzac, vous allez nous expliquer la stratégie à votre niveau qui est mise en place sur cette question de la réutilisation des eaux et puis aussi peut-être le type de projet que vous accompagnez. Oui, tout à fait. Je voudrais déjà vous présenter un petit peu les grands principes de la réutilisation des eaux non conventionnelles. Je vais prendre le petit... Voilà, télécommande. Pour vos images. Déjà, vous dire un petit peu qu'est-ce qui pousse en fait à la réutilisation des eaux non conventionnelles, d'avoir les constats en fait sur notre bassin, sur notre grand sud-ouest. Aujourd'hui, à l'étiage, on a des déficits déjà aujourd'hui de l'ordre de 250 millions de mètres cubes. Entre les demandes et finalement la ressource en eau disponible dans les cours d'eau. Je vous ai mis des petits graphiques sur les prélèvements en fonction des types d'usage. On a des répartitions à peu près égales l'année. Et puis après, à l'étiage, on voit qu'il y a effectivement une prédominance des prélèvements agricoles. Donc ça, c'est les déficits aujourd'hui. Et dans le futur, avec le changement climatique, on projette de monter jusqu'à presque 1 milliard de déficit entre les demandes en eau et la ressource disponible. Donc il est nécessaire de trouver des solutions. Donc les changements majeurs, le changement climatique, je ne vous apprends rien, c'est pas nouveau. Au niveau du bassin d'Dour-Garonne, on a mis en place un plan d'adaptation au changement climatique en 2018. Déjà, d'ores et déjà, les aides de l'agence contribuent aujourd'hui environ à 65% de ces aides contribuent à cette stratégie. Pour autant, ce qui était dans le plan d'adaptation, c'était que sur notre bassin, on aurait des débits qui allaient baisser de moins 20 à moins 40% en 2050. Donc plus d'étiage, plus précoce et plus long. Une augmentation moyenne de plus de degrés, plus d'évapotranspiration et une baisse de la quantité de neige disponible qui alimente les cours d'eau en partie et qui constitue un stock non négligeable en période estivale. Cela couplé à une augmentation de la population estimée à 1,5 million d'habitants d'ici 2030. Voilà, ça fait qu'on a des pressions de plus en plus fortes sur la ressource. Alors le changement climatique, depuis ce plan d'adaptation, il y a eu une mise à jour des données. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment agir, si ce n'était hier, aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas demain, c'est vraiment maintenant qu'il faut prendre en compte ce changement et prendre des mesures fortes dès aujourd'hui. Dans la décennie qui vient, en fait, elle est vraiment capitale par rapport à ces changements qui nous attendent. Je vais juste un petit focus rapide. Ça a été un peu l'année 2022 pour nous qui a été une année un petit peu clé puisqu'on a eu une sécheresse assez importante avec une centaine de collectivités qui ont été en rupture d'eau potable. On a eu des records de température, des records de sécheresse. Donc ça a eu des impacts très forts et ça a été un petit peu un déclencheur, on va dire, pour accélérer toutes ces actions relatives à la réduction des déficits. Alors, quelle solution hein? Je vais en revenir à la réutilisation, mais je voulais quand même balayer les autres solutions avant de parler de la réutilisation. On est convaincu à l'Agence de l'eau que la première chose, c'est la sobriété, c'est les économies d'eau avant tout. Donc là, on a d'ailleurs, j'en profite de faire de la pub, on a un appel à projet en cours qui s'appelle Économie Efficience de l'eau. Donc, en fait, à tous les niveaux, il y a des choses à faire en termes d'économie. Chez les particuliers, ça va être les dispositifs hydroéconomes, ça va être la réduction des fuites des collectivités, en industrie, la mise en circuit fermé, d'avoir des procédés plus économes en eau. Et en agriculture, ça va être améliorer les matériels d'irrigation, ça va être changer les pratiques, faire des rotations de culture, adapter les dates de semis et développer l'agroécologie. Donc tout ça, c'est des choses qu'on accompagne fortement au niveau de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. On va dire que c'est le plan A.
D'ailleurs, je vous ai mis, mais ça c'est pas pour, pour lire là comme ça, mais je vous ai mis en fait tous les leviers qu'on a identifiés au niveau de l'Agence de l'eau pour le retour à l'équilibre quantitatif. Et donc on a la gouvernance, on a les économies d'eau, on a l'optimisation de la gestion des ouvrages, on a l'aménagement du bassin, faire appel à des solutions fondées sur la nature, etc., etc. Et parmi ces solutions, il y a la réutilisation des eaux non conventionnelles, dont je vais vous parler. C'est un mix de solutions, on dit toujours. Exactement, c'est un mix de solutions. On insiste beaucoup là-dessus parce que la réutilisation, c'est vraiment un petit peu le plan B. Allez-y, appuyez bien fort. Normalement, ça marche. Ça a été testé largement. Donc, comme l'a cité Monsieur Cadoré, effectivement, il y a eu plusieurs actions, plusieurs plans qui ont été mis en place, dont le plan eau. Et la réutilisation des eaux non conventionnelles, ça fait partie d'une des 53 mesures du plan eau. Déjà, en 2019, il y avait eu les assises de l'eau qui visaient aussi à favoriser et multiplier le recours aux eaux non conventionnelles. Et nous, au niveau de l'agence, on a mis en place une stratégie pour le bassin Adour-Garonne avec un objectif de faire émerger 200 projets et une réutilisation de 60 millions de mètres cubes d'ici 2030. Alors, ça, déjà, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, les eaux non conventionnelles, c'est pas que les eaux usées traitées des stations d'épuration. Ça peut être les eaux de pluie, ça peut être les eaux grises aussi des lavabos, des douches, ça peut être les eaux de piscine, ça peut être tout un tas de types d'eau. On le voit mieux là. Oui, j'ai mis des photos, comme ça je trouvais que ça parlait plus. Et donc les objectifs, ils sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc l'objectif, c'est d'une part lutter contre les déficits hydriques au niveau local. Quand on a des déficits sur une masse d'eau, un cours d'eau, la réutilisation peut être une solution. Ça peut être aussi substituer des ressources à haute valeur ajoutée, parce que je pense souvent à l'eau potable et aux ressources d'eau souterraines. Quand ce n'est pas nécessaire d'utiliser cette qualité d'eau, autant utiliser des eaux de moindre qualité. Et enfin, ça peut être aussi réduire les apports de pollution des stations d'épuration. Quand les stations d'épuration rejettent des pollutions résiduelles en azote et phosphore, cela peut conduire à dégrader la qualité des cours d'eau. Et cet azote et ce phosphore peut être aussi valorisé en nutriments. On sait qu'ils vont manquer aussi, le phosphore va manquer pour l'agriculture, donc autant le valoriser plutôt que de le laisser comme un polluant dans les cours d'eau. C'est bon. Ça marche trop bien maintenant. Donc, comme l'a dit Monsieur Cadoré, effectivement, on a lancé avec les régions en 2021-2022 un appel à projet ECO. Donc sur notre bassin, on a eu 24 dossiers. Avec les régions, c'était environ une cinquantaine de dossiers. Et on a apporté un financement au niveau de l'agence avec les régions de 6 voire 7 millions d'euros, parce qu'on a fait une petite rallonge il n'y a pas longtemps. Et depuis cet appel à projet, on accompagne désormais les projets de réutilisation au fil de l'eau, donc via une délibération. Donc on peut, voilà, on réceptionne les projets quand ils viennent, c'est plus forcément par appel à projet. Allez, je vais finir sur les grands principes. J'espère que je ne vous saoule pas trop, qu'on va pouvoir parler aux exemples. Non, c'est important. Bon, très bien. Donc il faut garder en tête que mettre en place un projet de réutilisation, c'est complexe. Ça nécessite d'avoir une analyse circonstanciée au cas par cas et d'avoir une vision un peu intégrée des enjeux, parce que souvent on est dans des projets de territoire et des projets multi-acteurs. Il n'y a pas une solution universelle à l'échelle nationale, c'est vraiment l'échelle locale, l'échelle du territoire. Et les enjeux à prendre en compte, c'est les enjeux environnementaux, notamment quand les stations d'épuration rejettent dans des cours d'eau, donc quand elles ne rejettent pas en mer. Le rejet peut aussi contribuer au débit du cours d'eau. Donc il faut faire une analyse d'impact précise pour vérifier que le fait d'enlever le rejet de la station d'épuration ne va pas impacter le cours d'eau. Donc ça, c'est très important. Il y a les enjeux techniques. Mais là, il y a plein de spécialistes qui arrivent à répondre à ces questions, je pense, sur ce salon. Les enjeux sanitaires. Donc ça, c'est aussi en lien avec la réglementation. La réglementation aujourd'hui est là pour prendre en compte ces enjeux. Il y a quand même des nouveaux enjeux qui émergent sur lesquels il faudra se poser des questions, comme la question des micropolluants. Les enjeux économiques, alors c'est un peu le nerf de la guerre, parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à rentabiliser un projet de réutilisation quelque part, il ne verra pas le jour. Où ça ne va pas forcément bien marcher. Donc il y a vraiment cette question du modèle économique.
Alors il y a la question de la rentabilité, mais il y a aussi la question de l'analyse coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que dans l'analyse, c'est pas justement la question du coût qui rentre en ligne de compte, c'est aussi la question de si je n'ai plus d'eau en période d'étiage, est-ce que mon activité économique va être impactée ? Qu'est-ce que ça va avoir comme coût? Et donc, quand on fait une analyse de coût, c'est vraiment de prendre en compte tous ces aspects-là et pas seulement la question du prix. Enfin, les enjeux sociétaux. Ça, c'est très important. La plupart des gens sont partants pour manger des aliments qui ont été arrosés avec des eaux usées traitées, mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est important de bien associer toutes les parties prenantes au projet. La gouvernance, puisqu'on a des acteurs du coup différents. On va avoir par exemple l'exploitant de la station d'épuration, l'agriculteur, un syndicat. On va avoir des gens qui vont devoir travailler ensemble et ils vont devoir se mettre d'accord sur les modalités d'organisation du système pour qu'il reste pérenne. Et enfin, les enjeux réglementaires. Et c'est là où je vous recommande pour tous vos projets de contacter dès le départ les services de l'État. Et si ce n'est pas encadré par une réglementation, vous pouvez aussi faire appel au dispositif France Expérimentation. Je pense qu'ils sont sur ce salon aujourd'hui. Les enjeux sociétaux, on y reviendra tout à l'heure avec la question de l'acceptabilité. Et aux enjeux économiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi, de voir s'il y a vraiment un débouché pour notre projet? Parce que j'ai déjà eu des conférences où on disait, voilà, on se lance dans la réhute, puis après, derrière, on se rend compte que finalement, on a de la matière et qu'il n'y a pas forcément le débouché, parce que derrière, il n'y a pas une collectivité qui s'est structurée pour accueillir. Enfin, il y a aussi cette question de qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. C'est la question qui rejoint l'enjeu sur la gouvernance, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé le client de votre eau, effectivement, ça ne sert à rien, quoi. Et il faudra vraiment que... D'ailleurs, on a des exemples comme ça, des collectivités qui avaient très envie. Et pour que ça marche vraiment, elles ont dû vraiment mobiliser les acteurs agricoles. Elles ont dû... voilà. Si on n'arrive pas à mobiliser, si tout le monde n'est pas partant, ça ne marchera pas. Donc il y a beaucoup de leviers à activer avant que ce soit effectif. Allez-y, on vous écoute. Voilà, donc juste pour finir, donc nous on peut financer des études d'opportunité, dont cette fameuse analyse d'impact milieu, les études de faisabilité, dont les analyses coût-bénéfice, les travaux, et ça va de 50 à 70%, voilà, pour différents types d'eau et différents types d'usages. Merci beaucoup Ariette Sourzac, que le cadre est posé. On va pouvoir rentrer aussi dans les exemples des porteurs de projets. Vous en avez parlé, on va en découvrir 3 tout de suite. Pauline de Bézieux, chez Gache Chimie, vous faites plein de choses, mais vous allez nous parler en particulier d'un procédé lié aux blanchisseries. Exactement. Donc la société Gache Chimie est une société toulousaine, active dans l'entretien du textile notamment et les blanchisseries. Alors c'est quelque peu différent de mes confrères, puisque là, on s'est focalisé davantage sur l'économie d'eau, parce que c'est l'un des premiers enjeux de ce marché. Depuis 2016, nous travaillons sur la mise en place et la conception d'une technologie dans le but en fait, d'associer des produits chimiques dédiés, concentrés, avec un impact mineur sur l'environnement et l'usage d'ozone gazeux. Le but de cette technologie, notre démarche, était de répondre en fait, aux enjeux problématiques tels que la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Donc effectivement, aujourd'hui, dans notre secteur de la blanchisserie, la majorité des blanchisseries utilisent des process standards où les consommations d'eau s'élèvent à 10-12 litres par kilo de linge. Donc vous pouvez faire un calcul, une blanchisserie qui nettoie 2 tonnes de linge par jour, on arrive sur des valeurs qui sont assez vertigineuses. Donc effectivement, notre volonté était de travailler sur cette économie d'eau. Et l'une des solutions qui nous est apparue a été l'ozone gazeux. Alors comment fonctionne l'ozone gazeux et comment on l'obtient? En fait, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est grâce à notre générateur baptisé Garotech, ce que l'on fait, c'est que l'on absorbe l'oxygène que l'on trouve dans l'air. Il est ensuite transformé via l'usage de lampes UV en molécules d'ozone avec 3 atomes.
Cet ozone est ensuite injecté, comme on dit dans notre jargon, dans le bain de lavage, c'est-à-dire qu'il est injecté directement dans l'eau de lavage. Il est mélangé, l'ozone gazeux est mélangé avec l'eau et une solution aqueuse chimique. Bien évidemment, cet ozone va se détruire au bout de quelques minutes, étant donné que c'est un gaz qui a une durée de vie très courte. Néanmoins, pourquoi on utilise l'ozone gazeux? Parce qu'il a trois principes intéressants pour cette industrie. Le premier est que l'ozone gazeux est un amplificateur de lavage dans le sens où il va accélérer ce que l'on appelle, nous, l'élimination des salissures et des particules de contamination que l'on peut trouver sur du linge, notamment provenant d'hôpitaux. Autre objectif intéressant et que nous avons exploité, c'est... Une petite annonce d'atelier. Normalement, on vous entend toujours. Votre micro, ici, est plus fort que l'autre. Alors, à savoir également que l'ozone gazeux permet de gonfler les fibres. Quel est l'avantage de ça? L'avantage est, d'une part, on peut éliminer plus facilement les particules en réduisant en fait la consommation de produits chimiques. Et deuxièmement, l'avantage de cette capacité à gonfler les fibres est de réduire les consommations d'eau. Ici, vous avez donc une photo qui le démontre. On a mis en place sur un microscope une fibre synthétique de polyester et on a injecté en fait de l'ozone gazeux. Et donc vous voyez en fait que la fibre se gonfle et s'ouvre, ce qui va donc permettre une meilleure pénétration de l'eau et des produits chimiques. L'avantage également de l'ozone, c'est que comme c'est un gaz qui fonctionne à basse température, on parvient ici à désinfecter et décontaminer les textiles sans chauffer. Donc même si ce n'est pas le point de cette conférence, il y a aussi une économie en termes d'énergie qui n'est pas à négliger. On l'a vu cette année. Alors on va peut-être passer ici la vidéo parce que je ne suis pas certaine que ça fonctionne, mais le but de cette expérience était de calculer la vitesse à laquelle l'ozone est capable d'éliminer les contaminants. Donc que ce soit des particules de produits chimiques ou des particules provenant des textiles, notamment ce que l'on appelle aujourd'hui les polluants microplastiques provenant du polyester. Petit souci technique. C'est celle-ci que vous voulez? Oui. On est bien. Ici, comme l'un des enjeux de notre industrie est de parvenir à désinfecter le linge en utilisant des produits chimiques avec un impact moindre sur l'environnement et en optimisant les consommations d'eau, nous avons fait différentes comparaisons entre la désinfection en eau traditionnelle et la désinfection avec de l'ozone. Et effectivement, en utilisant des consommations d'eau inférieures à un process standard et en injectant de l'ozone gazeux, on obtient de meilleurs résultats. Alors ça, c'est un sujet qui reste quand même très, très, très important et que nous, aujourd'hui, on prend en compte sur le projet réutilisation des eaux usées de la blanchisserie, c'est ces critères de désinfection, puisque l'un des paramètres importants de notre industrie, c'est la désinfection notamment des uniformes du secteur de santé. Et effectivement, grâce à l'ozone, on parvient à obtenir ces réglementations et également à diminuer l'impact des produits chimiques dans les rejets d'eau. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur des projets de réutilisation des eaux de rejet émis par les blanchisseries. Projet moins coûteux puisqu'il y aura moins de traitement derrière. Exactement. Aussi, d'un autre point de vue, l'avantage de ce système, c'est que l'on rejette à 0 degré. D'accord. Qui a aussi un impact puisque on n'a pas besoin de refroidir l'eau au moment du rejet. Et puis pour terminer, je vous propose une étude de cas. On a eu l'occasion pour avancer et optimiser ce process au maximum et pour lui donner un futur, notamment au travers de la réutilisation des eaux usées.
grise. Nous avons travaillé avec l'ADEME et la PAV sur les consommations d'eau qu'on peut obtenir grâce à ce système en comparaison à un process standard. Et donc on a réalisé cette étude notamment avec la blanchisserie hospitalière de Toulouse, qui est à savoir la deuxième plus grande blanchisserie hospitalière de France. Donc je vous ai mis quelques extraits. L'objectif de cette étude était de travailler à la fois sur ce que l'on appelle les blanchisseries standards qui utilisent des laveuses essoreuses professionnelles, mais également des blanchisseries à taille plus importante qui, elles, utilisent ce que l'on appelle des tunnels de lavage. Donc un tunnel de lavage, pour faire simple, c'est un cylindre avec des tambours de laveuse collés les unes aux autres. Effectivement, l'étude réalisée avec l'ADEME et la PAV ont démontré que notamment les eaux de rejet, de rinçage et de lavage peuvent être réutilisées dans le tunnel. Donc effectivement, c'est un axe de travail qu'on est en train de mettre en avant et de valoriser. C'est à quel stade? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous expérimentez cette partie réhute avec votre travail précédent, ou vous l'utilisez déjà avec des clients? Alors sur le tunnel, on l'utilise déjà. Effectivement, on a plusieurs clients sur France ou dans les dom-toms qui ont eu recours à cette technologie. Aujourd'hui, notre focus est sur la partie lavage, les laveuses essoreuses, parce que déjà, la consommation d'eau est beaucoup plus importante sur ce type de matériel. On a obtenu donc des économies de 5 litres par kilo de linge, ce qui est effectivement une grande avancée. Mais néanmoins, il reste encore cette partie de réutilisation des eaux grises et qui ont tendance à être plus chargées que les eaux rejetées par les tunnels. D'accord. Donc là, les prochaines étapes, c'est quoi côté réhute, justement, pour aller plus loin? C'est d'intégrer l'ozone à des technologies déjà existantes pour désinfecter l'eau et ensuite la réutiliser dans le lavage. D'accord. Puisque l'une de nos problématiques est l'odeur. Ok, il y a plein de contraintes techniques. Merci beaucoup Pauline de Bézieux pour cette présentation. Vous pourrez revenir aussi tout à l'heure, on l'avait évoqué lors de la présentation, sur les défis en termes de réhute, les points de blocage, ce qui fait que ce n'est pas encore toujours évident de déployer certains process. N'hésitez pas. On va voir le dernier exemple concret avec vous, Évrard Pognon. Là, on est dans le secteur du BTP. Expliquez-nous ce que vous mettez en place. Je voulais saluer Jean-Michel Clerc, que j'ai rencontré il y a quelques mois. Je viens d'intégrer le groupe Wallace. Je suis un voyageur qui est très sensible aux économies d'eau, au développement durable. Et moi, ce qui me fait un petit peu mal, c'est l'hypocrisie du consommateur en général. Je vis en Afrique subsaharienne, j'arrive d'Haïti. Dans beaucoup de ces pays, l'eau, elle ne coule pas au robinet. Ou alors, si elle coule, ça dévaste tout. Et les gens n'ont pas à boire. Et tristement, c'est toujours les gamines qui vont chercher de l'eau avec des trucs sur la tête. Et ça fait 20 ans que je vis ça en tant que militaire, en tant que patron d'autres sociétés. Bon, alors c'est ça qui m'a amené ici. Voilà, j'ai accepté une mission chez Wallace. Wallace est une société d'ingénierie proche de Nîmes. Ce sont des gens qui travaillent pour l'armée, pour Securitas, pour beaucoup de grosses boutiques. Et ils ont rencontré il n'y a pas longtemps une dame qui s'appelle Anne-Sophie Lunel, qui est là, juste devant moi. Et c'est Anne-Sophie Lunel est l'inventeur d'une petite machine qui s'appelle le Necobac. Et quand j'ai vu cette petite machine, j'ai dit voilà, j'aurais participé à cette aventure. Et puis aujourd'hui, nous produisons le Necobac et nous développons le Necobac, pardon. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors je vais avancer assez rapidement sur le petit machin que m'avait préparé mon ingénieur informaticien. On est parti sur la loi en matière de nettoyage des chantiers. Alors c'est vrai que nous, on s'adresse aux artisans du BTP, aux sociétés de production de béton, etc., aux gens qui font de la construction, que ce soit des carreleurs, que ce soit des plâtriers. Alors, la loi dit que chaque entreprise doit installer une zone pour récupérer ses déchets, filtrer les eaux usées, etc., etc. Alors, comme le disait le président Cadouré, comme le dit madame, comme le disent certainement tous mes confrères, les gens s'en foutent.
Alors pas vous toujours le cas. me pardonnerez pour mes engagements, mais c'est Non. vrai que les gens souvent s'en moquent. S'en moquent parce que ça coule. Si nous, ça coule. Alors le mètre cube vaut 6 euros, 7 euros. Et quand il va coûter 30 euros et que ça coulera moins, et quand Jean-Michel Clerc me dit, pardonnez-moi, je parle avec mon cœur, moi, Allez-y. quand il m'a dit, on a 220 millions ou 230 millions de déficit Déficit, ouais. de mètres cubes d'eau ici, j'ai dit, bon, on va peut-être apporter notre petite pierre à ce château d'eau, à cette protection de l'eau. Voilà. Alors, donc effectivement, les entreprises doivent filtrer l'eau, recycler leurs déchets. En théorie. En théorie. Et bon, ils ne peuvent pas toujours le faire. OK? Et puis, ça coûte aussi de l'argent. D'accord? Et j'entendais madame de l'agence de l'eau locale, L'agence de pardon. l'eau. Je parlais également avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Eh bien, ces agences, aujourd'hui, aident les entreprises, font le maximum. C'est vrai, cette association de compétences entre les élus, les agences, les entreprises, et si le consommateur s'y met, eh ben, on va vraiment économiser cette ressource. Parce que l'eau, c'est source de vie, je le dis depuis des années, mais quand il n'y en aura plus, ça sera une horreur. Alors, Donc il y a des solutions. oui, bien sûr, il y a des solutions. Nous, on démarre. Anne-Sophie a créé cette petite machine en 2015-2016. Elle était chef d'entreprise du bâtiment à l'époque. C'est une grande productrice d'olives de la région de Béziers. Autre Alors, sujet. Entre autres. Alors, nous, effectivement... Comment ça marche? Dites-nous. Ben, l'objectif, c'est de... On est parti sur une idée, on a créé une espèce de brouette. On appelle ça d'ailleurs une station mobile économique et écologique pour nettoyer les outils et le matériel du bâtiment. Voilà, c'est pas compliqué. De toute façon, la vidéo qui va suivre sera beaucoup plus explicite. Tout est réalisé en aluminium. On a un petit réservoir avec un microfiltre, un caillebotis et un géotextile. On met les outils, que ce soit une gamate, que ce soit une brouette, tous les outils. On a une pompe. Tout fonctionne en recyclage. Pour le petit modèle, il y a un réservoir de 70 litres. Pour le plus grand modèle qui est destiné au nettoyage des goulottes, des toupies à béton, on a un réservoir de 400 litres. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est le développement. Donc c'est un circuit fermé. On fonctionne absolument en circuit fermé, sinon on n'aurait pas d'utilité, je n'aurais pas de raison d'être là. Donc on fonctionne en circuit fermé et surtout, les déchets sont récupérés dans un géotextile qu'on enlève. Le géotextile, les déchets, on va les remettre dans une benne destinée à leur recyclage. Donc on économise de l'eau, ok ? Lorsqu'on la rejette dans la nature, parce que le chantier il dure quoi? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Eh bien, si l'eau est trop chargée, on va mettre un floculant dedans et on va donc rejeter de l'eau avec un pH correct. Voilà. Alors, bon. Peut-être que je vais trop vite, mais est-ce qu'on a une idée de combien on économise d'eau? Bah, c'est très simple. Quand on utilise le gros modèle, on peut économiser 500 mètres cubes par an. En final, je suis parti sur cette réflexion du législateur. Car, une fois de plus, j'insiste sur l'association des compétences. Si on ne sait pas ce que le législateur propose, et croyez-moi, on s'y perd dans tous ces méandres, dans toutes ces analyses. Alors nous, basiquement, on est sur le terrain. Et moi, je suis un type de terrain. Ok. Alors, je voudrais voir la vidéo. Vous allez voir, de toute façon, c'est très très simple. J'espère qu'elle fonctionne. Ça, c'est. Alors, on va voir si la régie peut Parce que si elle ne fonctionne pas, en nous final... mettre ça. Magnifique. Voilà. Ce sont nos amis de chez Eiffage. Alors, on est chez Vinci, on est chez Polytechnique, on est dans les CFA BTP. Vos clients. On est un petit peu partout. Ce sont des clients, des partenaires, quoi. C'est eux qui, après leur témoignage, qui disent bah oui, c'est une petite machine qui fonctionne. Donc on remplit, on ajoute On remplit filtre. de l'eau, on met 65-70 litres d'eau, il y a une crépine. À l'arrière de la machine, il y a une pompe qui est talonnée à 15 bars. C'est très très simple, hein. Alors là, ça fonctionne évidemment sur une ligne électrique, mais ça peut parfaitement fonctionner avec un groupe autonomie, électrogène ouais. solaire. Ok. Encore mieux. C'est très déployé. Vous en avez combien aujourd'hui sur le marché? Oh, on va dépasser les 150 unités depuis qu'Anne-Sophie a commencé à créer. Et quand elle a créé ça, à l'origine, c'était un produit en acier.
Donc nous nous sommes arrivés uniquement pour le développement, l'amélioration technique. On a installé un pistolet Karcher pour renforcer la puissance. On a étalonné les pompes. On a changé un petit peu le système de filtration. Mais voyez-vous, bon là c'est une gamate. Là c'est des outils, vous pouvez nettoyer vos bottes. On met des brouettes également. Tout a été étudié pour nettoyer l'ensemble des outils du bâtiment. Alors tout passe à travers le caillebotis via le microfiltre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on rejette les eaux, bien, si les eaux n'étaient pas vraiment chargées, donc on n'a pas mis de floculant, l'eau, eh bien on a utilisé 65 litres d'eau pendant toute la durée de son chantier. Voilà, donc franchement, c'est une très belle innovation. On développe le gros modèle. Alors je vais faire très vite parce que après, je vais fatiguer tout le monde. Deux choses m'intéressent. Les pouvoirs publics, j'en parlais il y a quelques jours avec le conseiller du ministre de la Transition écologique. On a inventé cette machine, c'est tout récent, elle va sortir fin avril. Je l'ai appelée CT comme collectivité territoriale. Oui, c'est hypocrite, merci. Alors, je me suis aperçu que devant mon bureau, il y a des gens qui viennent chercher les poubelles, vous savez, et les poubelles restent sales, quoi. Alors, j'aurais demandé, souvent, je leur ai demandé déjà comment ils nettoyaient leur camion. Bah, ils m'ont dit avec des pompes, des machins, etc. Et puis on balance tout dans l'égout. Et un gars, il me dit, bah oui, mais souvent, d'ailleurs, on est obligé d'appeler la pompe parce qu'on a bouché les égouts. Alors, ça nous est venu comme ça instinctivement. Il y a exactement 2 mois et demi, je lui ai dit, on va inventer une machine pour les collectivités territoriales. Alors, c'est vrai que c'est hypocritement commercial, mais si on arrive à toucher toutes les collectivités territoriales, car cette machine n'existe pas. Il y a un enjeu. Aujourd'hui, d'accord, on a un gros Karcher de 180 bars derrière, des systèmes de vérin qui lèvent les conteneurs à ordures, alors ou simple ou double. Alors c'est équipé d'extincteurs, de gyrophares, etc., etc. On nettoie les poubelles. Alors le législateur disait jusqu'à présent on devait nettoyer les conteneurs 1 fois par an. Je crois qu'on va arriver à 1 fois tous les 6 mois et certainement 1 fois par trimestre. Alors là c'est une consommation d'eau de folie. Donc l'eau, pareil, va tomber dans le bac, on récupère les déchets seront mis dans des sacs qui iront directement à la déchetterie, et l'eau, avec un système de bac de désinfectant, va tourner en circuit fermé. C'est-à-dire que la collectivité territoriale ou l'entreprise qui va recevoir le marché de la collectivité territoriale pourra nettoyer les bennes à ordures, mais uniquement avec un réservoir de 200 litres d'eau. En fait, c'est une technologie que vous avez là dupliquée sur 2 applications, mais que vous pouvez, j'imagine, imaginer sur plein d'autres. Celle-là, elle est toute nouvelle. Et on est parti sur l'idée d'Anne-Sophie. Et je vais finir pour dire que nous finissons également la création d'une machine beaucoup plus gigantesque. En final, ça va être un conteneur dans lequel il va y avoir tout un système de séparation des fluides et des sédiments, et ce conteneur est destiné aux centrales à béton. Parce qu'il y a de plus en plus de centrales à béton, j'allais dire volantes, éphémères. Elles sont là pour 3 mois, 6 mois. J'étais avec Total Énergie dans le sud il y a quelques semaines. Eh bien, on a une centrale Lafarge qui est là pour un certain temps. Eh bien, il nous dit, ben voilà, les toupies à béton, les chauffeurs balancent tout, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Bon, alors nous, on a inventé une machine. C'est un conteneur. On sort les panneaux solaires qui se déplient. On a un groupe électrogène aux biocarburants associés. Et tous les déchets des centrales à béton ou des toupies à béton, on appelle ça dégueuler dans la machine. Les sédiments seront séparés. L'eau passera dans un système de pompe à double membrane et on sortira de l'eau propre. D'accord. Donc un nouveau projet encore plus gros et des perspectives de développement, notamment dans le secteur du BTP, qui sont, j'imagine, assez grandes. Moi, je suis chez Wallace depuis 4 mois. Il fallait donc faire de la communication. Il fallait donc dire à Vinci, dire à Eiffage, dire à Bouygues, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette petite machine? Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on est chez CFA BTP, on est chez Polytech, et sont eux les futurs ingénieurs, cadres, techniciens du bâtiment. Et puis, sans vraiment aucune hypocrisie, tous les QSE sont gérés pratiquement par les femmes. On a une innovation féminine, j'admets que j'en profite pour valider cela. Et c'est vrai que
si on y met vraiment de la bonne volonté, on ne pourra pas inonder le marché, mais on va permettre à toutes les entreprises de s'équiper de matériel pour protéger l'environnement. Et c'est là que les pouvoirs publics doivent vraiment nous aider les entreprises qui veulent acquérir du matériel. Et qui veulent changer de pratique, on comprend bien. Merci beaucoup, Évrard Pognon. Je vous propose qu'après cette première séquence d'exemples et aussi un petit peu institutionnelle sur ce sujet, on prenne une première série de questions s'il y en a. N'hésitez pas, que ce soit sur les deux technologies présentées en matière de blanchisserie. J'avais parlé faussement dans mon introduction, des stations de lavage. En fait, on a eu un intervenant qui est malade et qui n'a pas pu être parmi nous. Donc, on n'aura pas d'exemple de station de lavage. Pardon. En tout cas, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Et après, on poursuit sur la partie plus recherche. Pas encore. Vous avez été parfaitement complet, ce qui ne nous empêche pas tout à l'heure d'y revenir. Personne. Ah, voilà. Il y a une opportunité. Mademoiselle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, c'était simplement au niveau du coût des machines que vous nous avez présentées. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'aspect économique, donc est-ce que vous en avez un, s'il vous plaît? Les questions qui fâchent, c'est même pas moi qui les pose. Non, mais c'est vrai qu'en général, on ne parle pas d'argent lorsqu'on fait une présentation. Et... Enfin, on est sur un salon, la question est légitime. Allez, je ne vends pas du vin ou je ne vends pas une paire de chaussures. Quand j'ai une entreprise qui me dit « bon, moi, ça m'intéresse », je vais rencontrer cette entreprise et je lui dirai, voilà, une bécane comme ça coûte 4 000 € et je vous offrirai le port. Voilà. Et ce qui m'apporte, une fois de plus, c'est de savoir comment je peux orienter soit vers un financement. Car vous savez, un artisan, si on lui dit qu'il faut sortir 4 000 ou 5 000 € hors taxe, bah, il va dire, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. OK. Si on lui dit, allez chez Feedlease, et vous allez faire une location-vente avec un prix de rachat de 1 € et que ça vous coûte 250 € par mois, c'est vrai. Il va dire, OK, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais pour les grosses machines, quand elles sont supérieures à un coût de 10 000 €, je sais que les agences de l'eau, je n'ai seulement que les chiffres de Rhin-Moselle, ils subventionnent à 60% l'acquisition. Ça ne nous dit pas combien ça coûte. Pour les grosses machines, les frais de port. Le CT, le CT coûtera moins de 30 000 €, mais le Necobac XL coûte autour de 15 000 €. Voilà. C'est un investissement sur plusieurs années, de toute façon, j'imagine. C'est un matériel qui va servir sur tous les chantiers. On l'emmène partout, mais une fois de plus, c'est pas facile pour les entreprises. C'est un gros budget. Alors, on ne peut pas toujours jeter la pierre aux entreprises en disant « vous ne respectez pas la loi, vous ne faites pas d'efforts ». Non. Qu'on leur donne un petit peu de fric et c'est certain que là, ils pourront avancer. Merci. La question financière, Pauline de Bézieux, qui vous était posée aussi, je crois. Dans notre cas, c'est un forfait. En fait, c'est un forfait mensuel parce qu'effectivement, il y a une prestation qui est derrière de réglage de toute la partie chimie aussi. À discuter peut-être en marge du salon, si certains souhaitent en savoir plus. Est-ce qu'il y a une autre question à ce stade ou est-ce qu'on poursuit tranquillement ? On vous laisse encore un peu de temps pour noter ça et pour avoir de l'inspiration. Merci à vous donc, pour ce premier échange. Je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence de cette conférence. On va aller du côté des collectivités avec Toulouse Métropole, mais aussi du côté de la recherche. Alors d'abord avec vous, Thibaut Boudeville. Qu'est-ce qui a été mis en place? C'était intéressant de voir à Toulouse Métropole parce que c'est vous qui nous accueillez et parce que vous faites des choses de ce côté-là. Ça marche bien, c'est bon. Oui. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la réutilisation des eaux usées traitées en sortie de station d'épuration sur le territoire de la métropole. Effectivement, il y a des choses qui ont été engagées de manière historique il y a quelques années sur le territoire. Et maintenant, en fait, on est en train de se lancer dans des axes de développement supplémentaires pour cette ressource en eaux usées traitées. Donc pour l'occasion, on a fait un petit film en fait, qui va retracer un peu le projet Valréu, qui est un projet donc, de valorisation des eaux usées traitées avec les spécificités du milieu urbain assez dense dans lequel se situe notre station d'épuration de Ginestou, qui induit son lot de contraintes en effet. Peut-être avant la diffusion de la vidéo, quelques mots sur le contexte de la ressource en eau sur le territoire, parce que
je pense que c'est important quand on parle de réutilisation des eaux usées traitées. Toulouse Métropole, c'est 800 000 habitants, plus les activités industrielles et diverses qui vont avec. Et pour un approvisionnement en eau potable qui se fait quasi intégralement par la Garonne, avec trois usines de production en amont de la Garonne, donc Toulouse Sud. Voilà, prélèvement au niveau de la ressource superficielle qui est ensuite quelque part un petit peu invisibilisé au fur et à mesure qu'on traverse la métropole, au gré des rejets des différentes stations d'épuration qui composent le territoire, qui permettent une certaine restitution et qui réduisent assez fortement l'impact sur le milieu récepteur. Donc, effectivement, la réutilisation des eaux usées traitées, comme ça a été dit déjà tout à l'heure, c'est pas forcément la solution miracle, parce que le jour où on fera du 100% réut, il y aura d'autres questions qui se poseraient côté du milieu récepteur. Mais en tout cas, on s'est lancé dans des choses, avec depuis le premier projet, on va dire sur le cours 2017-2020, qui a engendré la mise en place d'une unité de traitement d'affinage sur la station d'épuration de Toulouse Ginestou, et par la suite donc Valréu, donc un axe opérationnel mais aussi de recherche sur d'autres pistes de valorisation pour une ressource qui est abondante malgré qu'on soit sur une production donc de 60 mètres cubeurs, ce qui est beaucoup et relativement peu à la fois. Donc là, je vous propose peut-être de partir sur la vidéo qui va vous présenter un petit peu les équipements et puis les usages qui sont visés. Oui. Compte tenu des années que nous venons de passer, réutiliser les eaux usées traitées, c'est une solution qui peut permettre de faire face à cette sobriété qui est demandée à tout le monde et de faire face à ces années de sécheresse. Toulouse a la chance d'être alimentée par la Garonne et nous n'avons pas de problème d'eau sur Toulouse, si ce n'est pendant la période d'étiage, du 1er juin au 31 octobre. Toutefois, nous devons d'être vertueux et de montrer que nous faisons des efforts, nous aussi, pour aller vers cette sobriété qui a été demandée par le président de la République. Donc nous avons mis en place cette réutilisation des eaux usées traitées depuis longtemps déjà, puisqu'elle a été mise en place en 2020. Elle fonctionne aujourd'hui, elle produit aujourd'hui. Le projet Valréu est né d'un appel à projet lancé par l'Agence de l'eau à Tours-Garonne en vue de développer les usages des eaux non conventionnelles. Donc nous avons cherché des partenaires pour répondre avec nous sur ce projet. Donc parmi ces partenaires, les usagers potentiels. Donc par exemple le Stade Toulousain qui pourrait être intéressé pour utiliser notre eau usée traitée pour arroser son gazon. Et même, pourquoi pas, utiliser l'eau usée traitée pour les sanitaires, les jours de match, mais également pour arroser les espaces verts, les arbres, les nouvelles plantations que peuvent faire la mairie de Toulouse ou les communes avoisinantes. Également Tisséo, pour son nouveau centre de maintenance de la ligne C du métro. Pourquoi pas du lavage de la rame de métro, aussi de l'arrosage d'espaces verts ou tout autre usage. Le but est de travailler ensemble pour réussir demain à nettoyer la route des réseaux d'eau usée avec autre chose que de l'eau potable. Au-delà de ça, nous prévoyons de mettre en place une station sur laquelle les camions hydrocureurs, par exemple, pourront venir charger de l'eau usée traitée pour pouvoir hydrocurer les réseaux d'assainissement et autres. Voilà, donc plein de projets derrière Valréu. Aujourd'hui, nous sommes prêts, mais dès que les autorisations seront données, on ira encore plus loin. Alors l'unité de traitement des eaux usées traitées de Ginestou-Garonne, donc c'est une unité qui reçoit les eaux traitées par la station d'épuration. Donc les eaux qu'on rejette actuellement en Garonne, on en dérive une petite partie, 1%, qu'on envoie sur des filtres d'ultrafiltration et qui permet d'arrêter tous les organismes pathogènes. On y ajoute un petit peu de chlore pour assurer à nos usagers potentiels une qualité permanente de l'eau et aucun risque sanitaire. La réutilisation des eaux traitées en France, ça représente moins de 1%. En Espagne, c'est 9%. En Italie, 14%. Et en Israël, c'est 95%. Donc il y a évidemment une solution pour arriver à faire face à la sécheresse, c'est les eaux usées traitées. Nous avons un grand chemin à faire en France, prélever 10% de moins dans les nappes phréatiques et dans les fleuves.
Ouais, je pense que la vidéo est intéressante pour se faire un petit peu un visuel de notre unité de traitement et de la taille qu'elle représente sur la station d'épuration de Ginestou. Donc Toulouse-Ginestou-Garonne, c'est une des plus grandes stations d'épuration de France, 950 000 équivalents habitants. L'unité de Riut qui a été créée 2020, mise en service fin 2020, c'est une production 60 mètres cubeurs. Donc voilà, sur une journée de fonctionnement, ça représenterait à peu près 1% du débit qui est normalement transite par Ginestou-Garonne. Donc on n'est pas sur des volumes très importants. Par contre, on est sur une qualité de traitement qui est assez poussée au regard d'un usage pour de la réutilisation d'eau usée traitée, vu qu'on fait une ultrafiltration suivie d'une désinfection. Donc quand on regarde sur les derniers textes qui sont parus, notamment pour l'arrosage d'espaces verts, on est sur de la qualité A, donc qui doit permettre de pouvoir faire pas mal de choses, malgré qu'on soit en contexte urbain, avec une densité de population et de public assez importante. Donc la station de réutilisation, quand elle a été mise en service, il y a tout de suite eu dans l'idée de laisser la place à une future extension à 90 mètres cubeurs, sachant que de toute façon, de base, donc les 60 mètres cubeurs de production étaient largement suffisants par rapport aux usages qui ont été autorisés en premier lieu. Parce qu'aujourd'hui, on est autorisé à arroser les espaces verts de la station et le golfe de Garonne, qui était un projet en fait voisin qui s'est déclaré en même temps que nous, notre projet de Riut, donc qui était le candidat idéal. Donc dès le lancement des travaux, fallait que ça soit suivi par d'une étude d'opportunité pour engager de nouveaux volets et puis valoriser cette eau usée traitée qui, au regard de sa qualité, doit permettre de faire pas mal de choses. Le premier critère qui a été retenu dans le cadre de l'étude d'opportunité qui date de 2021, qui a été lancé en fait dans l'idée de répondre à l'appel à projet Agence de l'eau à Dour-Garonne et région Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, c'était la proximité géographique. On est Toulouse-Ginestou, c'est pas Toulouse hypercentre, mais c'est dense, les souterrains sont fortement encombrés. Tirer du réseau, ça coûte vite cher. Surtout qu'on n'y achemine pas non plus nos ressources. Voilà, c'est 60 mètres cubeurs à valoriser, on ne va pas faire transiter des volumes très importants. Donc voilà, la proximité géographique, le contexte réglementaire de l'époque a été pris en compte, mais sans être limitant. On s'est laissé possibilité d'étudier des pistes qui n'étaient pas autorisables actuellement, mais qui le seraient peut-être en situation future. Julie, dans la vidéo, parlait notamment de l'alimentation de sanitaire. C'est sûrement le volet le plus long cours de Valréu, mais c'est intéressant à étudier. Et je pense que la chose importante vis-à-vis de Valréu, c'est le côté réalisation d'un projet interpartenarial, où en fait le futur usager est inclus dans le projet. Et donc dans l'étude d'opportunité, on cherche des personnes qui étaient vraiment envisagées comme des partenaires pour avancer ensemble. Donc le côté calendaire aussi a toute son importance dans ces cas-là, parce qu'on se lance sur des choses qui sont quand même assez moyen long cours. On ne pouvait pas répondre à des besoins instantanés de ressources en eau usée traitée. Donc ce qui a été retenu au final, c'est 5 usages. 2 via une création d'une station-service pour de l'hydrocurage de réseaux d'assainissement, qui est, je pense, une utilisation qui fait tout à fait sens quand on réfléchit à ce qu'on nettoie avec l'eau utilisée. L'arrosage des jeunes plants par notre direction des jardins. Donc les plants, tout ce qui est planté notamment dans le cadre du projet 100 000 arbres porté par la métropole nécessite des arrosages assez renforcés sur les premières années de pousse. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'y prêtait bien, surtout qu'on a des équipes à proximité, proximité de la station d'épuration pour ces usages-là. Et donc toujours dans le voisinage, on a le Stade Toulousain qui était demandeur de cette ressource en eau pour pourquoi pas arroser ces terrains. Alors là, sur le côté sanitaire, c'est quelque chose, mais il y a le côté aussi agronomique qui rentre en compte. Et pour ça, ils étaient plutôt preneurs d'une étude et de lancer un petit prototype in situ pour étudier la pousse des gazons avec cette ressource qui pose certaines questions, notamment très forte, très concentrée en nutriments sur les azotes et phosphores, et une concentration en sodium aussi inhérente à l'eau usée traitée qui peut induire certaines problématiques. Donc le Stade Toulousain qui était partant pour ces gazons, qui a aussi posé la question pour l'alimentation future de sanitaire,
qui nous amènera à faire une petite cotation des risques avec un pilote in situ sur un comparatif alimentation eau potable et alimentation eaux usées traitées des sanitaires pour voir s'il y a un risque à terme. Et le dernier projet qui tombait à pic, c'est qu'à Toulouse, on a des travaux de création de la ligne C de métro, voilà, des travaux d'envergure. Et juste en face de la station d'épuration, il y aura le futur garage atelier de cette nouvelle ligne. Et donc là, pour le coup, sur du nettoyage industriel, peut y avoir une pertinence à utiliser une ressource en eau usée traitée. Donc voilà, c'est tous ces différents usages, c'est tous les différents usages qui sont compris dans le projet Valréu, avec la station-service qui a un volet vraiment opérationnel et les actions 2, 3, 4 auprès du Stade Toulousain pour les gazons, les sanitaires et l'étude de faisabilité TICO, qui sont un petit peu plus des tirs un petit peu plus à long cours. Et à l'appui de ces 4 actions aussi, tout un tas de missions en fait transverses qui viennent faciliter l'acceptabilité aussi de la ressource, notamment vis-à-vis à travers d'un suivi analytique spécifique. Notamment, on parlait tout à l'heure micropolluants, PFAS. C'est des choses qui ne sont pas réglementées sur les eaux usées traitées, mais qu'on va pouvoir aller rechercher et voir en fait ce que ça donne. Tout le volet analytique aussi nécessaire pour nos essais agronomiques. Une analyse de risque sanitaire pour voir en quoi les pratiques au niveau de certains métiers aujourd'hui auraient besoin de s'adapter et de mettre en face des moyens de maîtrise et de maîtrise des risques pour être compatible avec une utilisation d'eau usée traitée. Et voilà le volet acceptabilité sociétale qui sera un petit peu évoqué ensuite, qui pose aussi son lot de questions et qui est nécessaire pour que la REUD puisse s'inscrire dans l'esprit de tous et de manière pérenne. Voilà, en dernier lieu, peut-être un focus sur la station-service d'eau usée traitée, parce que c'est notre volet opérationnel, c'est le volet sur lequel on a le plus avancé. Aujourd'hui, donc, la station, la REUD est autorisée à des usages d'arrosage par arrêté préfectoral. On a d'ores et déjà donc déposé, nous, un nouveau dossier pour l'autorisation environnementale pour le projet de station-service, pour les 2 usages qui sont évoqués, c'est-à-dire l'hydrocurage et l'arrosage de jeunes plants. Et on espère que ça puisse être accepté bientôt pour lancer les travaux, lancer la suite. Et on vise une mise en service printemps 2025, donc ce qui tomberait à pile poil pour la période d'arrosage de 2025. Et voilà, la suite logique, en attendant peut-être que la réglementation se précise, ça sera le nettoyage de voirie. C'est un usage qui est un peu plus sensible parce que voilà, il y a des questions de public et d'émissions d'aérosols qui rentrent en compte. Il y a un contexte réglementaire qui devrait se définir courant d'année et qui, si tout va bien, ça va être la suite logique pour la station-service. Et puis on va continuer d'avancer sur le reste, en espérant avoir plus des bons résultats à présenter une prochaine. Vous avancez pour être prêt. Et quand les verrous, entre guillemets, ou les points réglementaires s'ouvrent, vous êtes prêt en tout cas à avancer. Merci beaucoup Thibaut Boudeville. Ce n'était pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, l'aspect réglementaire. Donc c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire, mais on sait aussi que ça évolue très vite en la matière. Vous avez parlé de l'acceptabilité sociale des projets. On va y venir, Armance Valette, avec vous. Parce que cette eau-là, si les gens ne veulent pas manger l'aliment qui a été irrigué, qui est né de l'irrigation avec de l'eau usée traitée, la finalité est compliquée. Donc dites-nous, vos travaux, ça porte sur l'acceptabilité justement. Oui, alors bonjour à tous. Je vais poser le cadre par contre tout de suite avant de commencer. Moi je ne suis pas du tout une technicienne de l'eau. C'est même un sujet qui est assez récent pour moi. Moi je suis issue d'un cursus universitaire en psychologie sociale. Et j'ai récemment rejoint un bureau d'études techniques, qui est le bureau d'études des V2E. Et donc on a effectivement un objectif commun qui est de développer de plus en plus cette partie-là au sein du bureau d'études. Donc pour commencer, je vais peut-être vous en dire quelques mots sur l'endroit où je travaille, donc des V2E. Donc c'est un bureau d'études qui compte à peu près une vingtaine de collaborateurs, répartis dans 4 agences du sud de la France. Et on intervient sur tout le territoire, mais également dans les dom-toms et à l'international, principalement en Afrique. Et donc on a tout un panel d'activités que l'on peut proposer à nos clients. Donc des études et des dossiers réglementaires, de la R&D, du service, de la formation, de la réponse au marché public et privé bien sûr. Et du coup récemment une partie d'études psychosociales que l'on est en train de déployer au sein de DV2E.
j'espère que je ne vais pas vous paraître trop à côté de la plaque, mais je fais vraiment un pas de côté pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la psychologie sociale, à quoi ça sert, et du coup pour en arriver à vous expliquer en quoi ça peut être utile dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est la réutilisation des eaux usées traitées. L'individu, par nature, c'est un être social, de relations, d'interaction. Personne ne vit dans une grotte coupée de tout, coupée de toute communication. Donc à partir de là, ces relations inter-individuelles, elles sont soumises à des facteurs d'influence en fonction des statuts, des rôles sociaux, des groupes d'appartenance, des représentations, du contexte, etc. Au niveau de la psychologie sociale, on va avoir vraiment deux grandes approches. On va avoir une première approche qui est vraiment de la psychologie sociale théorique expérimentale. C'est cette partie-là qui en fait a permis de construire la discipline et qui nous offre aujourd'hui un panel de théories sur lesquelles on s'appuie et qui va nous permettre du coup de construire des dispositifs de connaissances pour la mise en place d'expérimentations. Il y a une autre partie qui est vraiment plus appliquée, qu'on va pouvoir appeler de la recherche-action, par exemple. Donc nous, typiquement, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on va se positionner, puisque ça va nous permettre d'analyser, de comprendre, d'étudier des phénomènes sociaux en vue de promouvoir, ou en tout cas d'essayer de promouvoir un changement de comportement, ou sans aller jusque-là, au moins de comprendre les attitudes, comprendre les représentations et par là même du coup essayer de comprendre les comportements et pourquoi par exemple j'accepte de manger une salade qui a été irriguée avec de l'eau usée traitée ou pourquoi je n'accepte pas. De ce point de vue-là, l'approche psychosociale elle repose donc sur 3 notions clés. Donc c'est vraiment les relations interpersonnelles, donc ces dynamiques en fait qui peuvent s'opérer. La prise en compte du contexte, qui va être vraiment hyper importante. Et c'est vrai que depuis le début de la journée, on entend beaucoup parler de l'importance du contexte et que c'est vraiment du cas par cas. Ben là, typiquement, c'est le cas aussi. Et bien évidemment, les représentations comme éclairage des comportements. C'est-à-dire qu'en fonction de comment je me représente un objet, donc en fonction de comment, par exemple, je me représente l'eau, de comment je me représente les déchets, de comment je me représente l'écologie, eh bien, je vais avoir des attitudes et donc des comportements différents. Donc l'individu, il est un être social, oui, mais qui évolue dans un environnement. Et cet environnement, il est aussi très important à prendre en considération. On ne peut absolument pas décorréler un individu de son environnement, puisque au quotidien, on évolue dans différents espaces. On a nos espaces personnels, professionnels, des espaces naturels, etc. Et donc l'environnement humain et social, ça va être des préoccupations de plus en plus importantes, d'autant plus aujourd'hui, avec les aspects climatiques qui, bien évidemment, vont nous pousser au quotidien à être parfois même anxieux vis-à-vis de ces problématiques. Et donc percevoir son environnement comme vulnérable, c'est un facteur qui est vraiment à prendre en considération. Et du coup, la question de la ressource en eau, c'est vraiment un exemple assez significatif de cette question. Parce que l'eau, en tant que ressource vitale, la percevoir comme menacée, c'est quelque chose qui va être très important à prendre en considération dans la manière dont les individus vont appréhender les situations. Et du coup, ça va être aussi très important à prendre en considération pour comprendre l'acceptabilité, ou l'acceptation plutôt, je dirais, d'une nouvelle ressource avec les eaux recyclées. Du coup, pareil, au niveau de la connaissance, par exemple, du circuit de l'eau, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi beaucoup que finalement, tant qu'on ne pose pas la question aux gens, ils ne se demandent pas en fait d'où vient l'eau qui sort de mon robinet, où est-ce qu'elle va quand elle s'en va dans le siphon ou quand je tire la chasse, etc. Et donc c'est vrai que ça paraît pour vous en tant que technicien sans doute des évidences, mais pour le commun des mortels, ça ne l'est pas forcément. Et donc du coup, cette connaissance et cette perception du circuit de l'eau est aussi importante à prendre en considération. Rapidement, comment ça se passe un projet REUT au sein de DV2E? Il y a l'émergence d'une idée avec un diagnostic préalable, avec des choix politiques, des enjeux environnementaux, tout un tas de premiers paramètres qui sont à prendre en considération. Et ensuite, on va étudier différentes choses. Donc, on va étudier au niveau de la station d'épuration, quel est son milieu de rejet, quelles sont les quantités d'eau, les qualités d'eau qu'elle rejette, etc. Et quels usages pourraient être faits avec ces eaux. On aboutit ensuite à plusieurs scénarios qui peuvent être envisagés suite à une analyse multicritère. Et on aboutit ensuite à une étude de faisabilité. Et donc, c'est vraiment à ce niveau de la faisabilité que la question de l'acceptation
par les publics qui seraient concernés par cette eau recyclée va entrer en ligne de compte parce que, on le sait, hein, ça a été évoqué aussi, c'est des projets qui sont longs à mettre en œuvre, qui sont complexes, qui sont coûteux. Et donc ne pas se préoccuper dès le processus de comment va être accueillie par les gens cette nouvelle ressource en eau, c'est vraiment passer à côté de quelque chose, quoi. Je termine sur un exemple ultra rapide parce que c'est vrai qu'on aurait aimé aujourd'hui pouvoir vous présenter un véritable retour d'expérience 100% des V2E. C'est encore un petit peu récent pour nous, mais j'espère qu'on aura l'occasion de revenir pour vous présenter ça. Mais du coup, voilà, quelques éléments quand même un petit peu plus concrets pour terminer. Par exemple, dans le cadre des cahiers méthodologiques pour la réutilisation des eaux usées traitées en Occitanie, il y a un recensement de différents projets REUT qui a été réalisé en collaboration avec d'autres partenaires. Et au sein de cette étude, donc, des ateliers d'échange entre les parties prenantes ont été réalisés afin que chacun, justement, dans le cadre d'un retour d'expérience, puisse livrer un petit peu son point de vue de sa place. Voilà, de sa place et du coup avec ses propres contraintes. Donc en mélangeant les collectivités, les bureaux d'études, les chercheurs, les agriculteurs, des riverains, etc. Ce qu'il en ressort, c'est quoi? C'est que bien évidemment, en fonction des acteurs, on va avoir une acceptabilité qui n'est pas la même, avec vraiment différents niveaux et différents degrés. Différentes réactions spontanées aussi, qui peuvent aller de très favorables à très défavorables. Ça va vraiment dépendre des conditions, du contexte, des usages aussi. Bien évidemment que certains usages vont être acceptés plus facilement que d'autres. Un besoin d'information aussi qui est reconnu comme fiable est vraiment très important aussi pour les particuliers. Une diversité des méthodes, c'est-à-dire que chaque projet a besoin de différentes méthodes en fonction du contexte. C'est très difficile d'avoir une méthodologie d'acceptabilité sociale réplicable à tous les projets parce que ça va être très dépendant du contexte et ça va être très dépendant des enjeux. Et bien évidemment, quelques freins, voire des inquiétudes parfois qui sont à lever et qui peuvent porter sur différents sujets, des sujets sanitaires, environnementaux, économiques, qualitatifs au niveau de l'eau, etc. J'en ai terminé, j'espère que je ne vous ai pas paru trop à côté. En tous les cas, je répondrai à vos questions avec plaisir si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Hermance Valette. Rendez-vous est pris sur un prochain salon cyclo. Dès que vous avez des résultats, en tout cas, ça nous intéresse beaucoup de savoir cette question de l'acceptabilité. Je pense que tout le monde l'avait mentionné, donc vous n'étiez pas du tout à côté. Tout le monde sait que c'est un des enjeux majeurs de ces technologies et de ce futur. On va continuer un petit peu et conclure avec Michael Akimovic, qui est toujours, je crois, et j'espère, oui, en visio avec nous. Il y a aussi l'aspect recherche avec vous. Vous allez nous expliquer. On est dans un secteur plus étonnant, celui des brasseurs de bière, que vous accompagnez via le projet Brou. Vous allez nous expliquer ça. Je mentionne juste que c'est un projet qui réunit des chercheurs de Narbonne, Toulouse, Montpellier et que les porteurs du projet sont 2 chercheurs du pôle universitaire d'équilibre de Auch. Donc la région est bien représentée. On vous écoute, Michael Akimovic. Bonjour à tous. Alors, Michael Akimovic, je suis économiste au LEREPS, Laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux, et j'enseigne sur le site d'Auch, comme ça vient d'être expliqué. Alors, voilà. Je veux dire Diaporama, super. Donc, je vais vous présenter le projet Brou. C'est une recherche appliquée interdisciplinaire qui associe, vous voyez, plusieurs laboratoires de plusieurs universités et qui est financé dans le cadre du défi clé WOC qui a été mentionné tout à l'heure de la région Occitanie. Donc, cette recherche, en fait, elle s'insère dans un accompagnement de la filière brassicole gersoise qui est assez récente, qui a moins de 15 ans, et qu'on essaye de consolider, d'aider à la consolidation à travers des recherches. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est de travailler sur la réutilisation de l'eau au niveau des brasseries. Alors pourquoi les brasseries? Parce que dans un contexte, disons, plus national, on peut voir aussi bien au niveau production qu'au niveau consommation, on a une hausse assez importante et récente de cette activité. Diapo suivante. Et pour accompagner la viabilité de cette activité dans le Gers, activité qui, d'une manière générale en France, commence à
a accusé le coup parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu la hausse de beaucoup de matières premières qui entrent dans la composition de la bière. Et voilà, aujourd'hui, la viabilité, les problèmes de viabilité se ressurgissent. Et voilà, la réutilisation de l'eau, ça pourrait être un moyen, à minima pour économiser de l'eau, mais aussi éventuellement pour valoriser ce qui est contenu dans ces eaux usées. Donc là, dans le projet Brou, on a 2 volets. Un volet, disons, plus sciences naturelles, avec la qualification de ces eaux grises de brasserie. L'idée, c'est de savoir vraiment ce qu'il y a dans ces eaux grises. Et ensuite, on verra ce qu'on peut en faire. Et le côté plus sciences humaines et sociales, où on va s'intéresser à la perception des consommateurs des bières locales, en intégrant tout un volet sur l'acceptabilité de boire une bière, de consommer une bière qui a été produite avec des eaux usées. Donc, pas forcément pour le brassage en lui-même, ça peut être pour d'autres étapes comme le nettoyage des cuves. Voilà, il y a plusieurs gradients ou plusieurs seuils d'acceptabilité et on va essayer de mieux comprendre tout ça pour ensuite transmettre l'information aux brasseurs qui, dans leur démarche d'entreprise, choisiront comment ils veulent l'utiliser. Alors, c'est une équipe, comme je vous disais, pluridisciplinaire. On avait 2 laboratoires en sciences humaines et sociales, il n'y en a plus qu'un, la collègue s'est retirée. Donc, avec le LEREPS, avec Geoffroy Labrouche, on s'intéresse à la dimension acceptabilité de la réutilisation des eaux usées. Et ensuite, on a 3 laboratoires de sciences naturelles qui combinent un peu leur expertise. Excusez-moi, voilà. Donc le LBE, le laboratoire de biotechnologie environnementale, qui s'intéresse plus à tout ce qui est méthanisation et valorisation de ce qui est contenu dans l'eau. On a l'IEM, qui est l'Institut européen des membranes, qui s'intéresse vraiment à la filtration, et le LBAE, le laboratoire de biotechnologie agricole et environnementale, qui a développé en fait des activités pédagogiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et donc on travaille avec 2 brasseurs du Gers, Jean Brasse et la Braxéenne, qui nous ont ouvert les portes de leur brasserie, qui nous travaillent main dans la main avec les équipes de chercheurs dans une recherche qu'on pourrait qualifier de co-construite, c'est-à-dire que les activités de recherche se font en concertation à la fois entre les brasseurs et les chercheurs. Alors, pour vous présenter rapidement la phase sciences naturelles, je vous ai mis un petit rappel du processus de fabrication de la bière. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Il y a une première phase d'empâtage où on va permettre la libération des sucres contenus dans les céréales. Puis ensuite, il y a la phase de brassage en elle-même, avec la fermentation, l'ajout de levure, plusieurs étapes. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on va avoir énormément de flux d'eau au cours de ce processus. Alors, à la fois pour alimenter les cuves en eau, parce que par exemple, l'empâtage, c'est de l'eau chaude, et on met les céréales dedans. Le brassage, c'est la fermentation. Bon, il faut quand même que ce soit une phase un peu liquide pour faciliter le travail des levures. Et on a aussi des phases de refroidissement, des phases de nettoyage qui vont être assez particulières. Diapo suivante. Et donc voilà, comme je vous disais, pourquoi elles sont particulières, ces différentes étapes? C'est parce que en termes d'eau grise, on va avoir des eaux grises qui sont extrêmement hétérogènes. Certaines vont être avec un pH, disons, relativement acceptable, enfin neutre, et des faibles, avec beaucoup de matière à l'intérieur. Donc ça va plutôt être les eaux issues de la production, donc empâtage et brassage. Et ensuite, on a les eaux de nettoyage
elles qui ont un pH qui peut être très varié parce que le processus va utiliser aussi bien des acides pour tout ce qui est, disons, nettoyage de matière minérale que des bases pour le nettoyage des matières, disons, plus organiques. Donc dans ces zones de nettoyage, très forte variation de pH et aussi des fortes variations de matière à l'intérieur, puisque en fonction de ce qu'on nettoie, il va y avoir plus ou moins de matière solide à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de qualifier tout ça, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Diapo suivante. Et voilà. Et donc nous, en sciences humaines et sociales, on s'intéresse à la perception des consommateurs. Alors ce qui va nous intéresser, en fait, c'est l'arbitrage qui peut s'opérer en fonction des consommateurs et notamment les facteurs de ces arbitrages. Parce que d'un côté, on pourrait se dire, on a des effets positifs à une bière qui a été produite avec des eaux retraitées. Bon, il y a tout ce côté valeur pro-environnementale. Bon, on va acheter la bière en partie pour ça. Et d'un autre côté, il y a l'effet on n'est pas habitué, donc on va appeler ça l'effet Burke, hein, et qui peut au contraire repousser le consommateur. Et on le voit, comme ça a été mentionné, le contexte est extrêmement important. À Singapour, l'acceptabilité de produire de la bière à partir d'eau des toilettes qui a été traitée, c'est pas un problème. Ça fait des centenaires qu'ils ont sur l'île. Voilà, ils réutilisent de l'eau et donc aujourd'hui, on rajoute à ça des processus de purification et donc il y a une bonne acceptabilité. On peut prendre un exemple complètement opposé. En République tchèque, la bière, elle est faite historiquement, elle a été faite à partir d'une autre source très spécifique, la Pils, et donc utiliser de l'eau retraitée dans ce cas-là, ça entre en fait avec cette identité qui fait la bière tchèque. Donc on a là au contraire beaucoup plus de rejet. Donc on va essayer de s'intéresser à ces facteurs en essayant de catégoriser les consommateurs, en créant des types de consommateurs et en déterminant quels sont les facteurs qui vont guider leur choix de consommation. Donc voilà, je vous ai rapidement présenté le cadre de la recherche, je vais vous présenter quelques résultats. Alors là, c'est des résultats du LBE qui a réalisé des campagnes de prélèvement chez les brasseurs, beaucoup d'échantillons à différentes étapes de la production et des analyses physico-chimiques et biochimiques. Ils ont testé tout un tas de paramètres. Alors moi, en tant qu'économiste, je vous avoue que je ne les connais pas tous, mais en gros, voilà, l'idée c'est de trouver ce que ça contient, notamment les ions, et de pouvoir tester tout ce qui est biodégradabilité pour en fait faire des scénarios de réutilisation. L'idée c'est comme on nous dit dans l'industrie, on peut tout faire en termes de réutilisation, on peut tout faire. C'est pas la technicité qui est un problème, c'est le coût. Et donc l'idée, c'est de proposer des scénarios aux brasseurs pour que, en fonction de l'investissement qu'ils sont prêts à réaliser, ils puissent mettre en place des solutions de réusage qui leur conviennent, qui rentrent qui sont en phase avec leur philosophie de production et qui correspondent aussi aux consommateurs avec lesquels ils ont affaire. Donc voilà, des scénarios qui vont permettre aux brasseurs de s'emparer de ces techniques. Et donc là, pour vous donner une idée, au LBE, ce qu'ils font, comme je vous ai dit, il y a différents composés. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se posent la question de faire précipiter tout ce qu'on voudrait enlever de ces eaux usées. Pourquoi les faire précipiter? Parce qu'une fois que c'est solide, ensuite c'est plus facile à éliminer à travers des membranes, d'où la collaboration avec l'Institut européen pour les membranes. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est que tous ces déchets, bien sûr on peut les méthaniser, c'est la solution un peu de facilité, mais il y a peut-être mieux à faire parce que notamment
comme on a des levures, comme on a de la cellulose, voilà, il y a quand même de la matière avec laquelle on peut faire autre chose que de la méthanisation, qui aurait une meilleure valorisation et donc qui permettrait, si c'est pas trop compliqué à extraire, d'améliorer la viabilité, enfin oui, la viabilité économique des microbrasseries. Je vous avais dit aussi, donc à Auch, on a mis en place des activités pédagogiques stimulantes. Donc ça, c'est dans le cadre du bachelor universitaire technologique hygiène, sécurité, environnement, qui est développé sur le site. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on emmène les étudiants dans les brasseries. Ça leur permet d'avoir des TD pour lesquels, en fait, ils peuvent facilement mettre en relation les tests qu'ils mettent en place dans le laboratoire avec un usage et un impact dans la brasserie. Donc voilà, là par exemple, ils ont testé la flore d'altération qu'il peut y avoir parce que toute cette contamination peut avoir un impact sur la qualité de la bière qui est brassée. Donc ils ont fait différents tests, ils ont vu par exemple voilà, que le concassage du malt, ça augmente la charge en levure, qu'il y avait une présence de levure dans un fermenteur, donc voilà, se poser la question de l'origine et donner du sens en fait à la formation à travers cette recherche. Diapo suivante. Alors, je vais Pardon, Michael Akimovic, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais être un petit peu embêtante, c'est toujours moi le mauvais rôle sur le timing. Ok, il me reste 2 diapos, il me semble. Allons-y. Je vais aller très très vite. Merci. Donc l'autre activité, voilà, ils ont fait des flux de matière. Je vous montre juste le graphe. Et diapo suivante. L'enquête en cours. Donc si vous avez peut-être vu ce flyer, c'est l'enquête sur la perception des consommateurs. Donc si vous êtes consommateur, n'hésitez pas, vous pouvez scanner le QR code et répondre au questionnaire. Ça aidera énormément les stagiaires qui s'en occupent. Et donc vous verrez, il y a tout un ensemble de questions sur les caractéristiques des consommateurs, sur la façon de consommer la bière, sur ce qu'on recherche dans la bière. Et tout ça, ça nous permettra de mettre en place notre typologie de consommateurs et de déterminer ces facteurs de consommation. Alors, ce que vous ne voyez pas, Michael Akimovic, c'est que ça scanne à tout va dans la salle. Tout le monde est en train de scanner. Donc voilà, tout le monde vous écoute et est très impliqué dans votre projet. Je vous ai coupé, vous vouliez conclure peut-être. Là, c'est pour vous dire que on a bien avancé. Il nous reste encore un an de recherche, donc j'ai pas pu présenter. Je vous ai présenté les résultats qui commencent à être réalisés. On va en avoir d'autres au cours des mois qui arrivent et on aura toute une période de valorisation de cette recherche auprès des brasseurs, auprès de la société civile en général. On va essayer de monter des projets pour continuer à poursuivre sur cette thématique de recherche. Et je tiens à m'excuser auprès de l'audience pour ma présence en visio. En fait, je suis à Mulhouse dans le cadre d'une autre conférence et malheureusement, il n'y avait pas d'autres moyens pour. C'était un peu compliqué de revenir entre les deux. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très bien de vous entendre et ça nous a permis d'élargir encore les perspectives de la Réhut. On n'avait pas pensé à la bière, mais effectivement, on voit qu'il y a un vrai enjeu d'eau aussi dans ce secteur-là. Merci beaucoup. J'autorise à aller une ou deux petites questions très rapides parce que je vois des mains, mais extrêmement concises et précises, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà en retard et après, je vais me faire gronder. Merci. Ça a déjà peut-être été précisé, mais c'est pour être sûr de bien comprendre. Là, dans les recherches qui sont faites, les eaux usées traitées ne sont pas utilisées qu'en eau de nettoyage, mais aussi en eau ingrédient, et du coup avec une bière qui est juste analysée et qui n'est pas commercialisée. C'est ça le champ de Est-ce que Michael Akimovic est toujours avec nous et a pu entendre la question? Oui, je suis toujours là. Oui. Alors pour l'instant, non, c'est pas encore utilisé dans la fabrication. L'idée, c'est d'avoir un scénario dans lequel on fera l'hypothèse le brasseur veut réutiliser l'eau usée dans l'étape de fermentation. Donc il y a vraiment besoin d'une qualité très, très, très importante. Et en face, on mettra la solution technique avec un chiffrage de cette solution technique. On pourra avoir un scénario
Le brasseur, c'est un des cas, hein, c'est Jean Brasse, non, c'est la Brexienne, qui veut faire pousser un peu de céréales, un peu de houblon, donc utiliser les eaux usées pour irriguer ses propres cultures. Quelle qualité d'eau on a besoin, quel traitement on a besoin, chiffrage, etc. Donc avoir tout un panel comme ça de solutions pour les brasseurs, et ensuite eux s'en emparent et décident ou non de les mettre en place dans leur brasserie. Merci beaucoup. Une dernière petite question. Alors, je vois qu'il y a 2 mains. Faisons vite. Là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, juste rapidement, je suppose qu'il y a eu plein d'analyses, du coup, est-ce que vous pouvez juste détailler vaguement la différence chimique entre une eau potable de robinet et une eau qui sort de STEP, parce que du coup, c'est difficile de se faire une idée sur la pertinence en fait de ces approches psychologiques. Alors, qui souhaite répondre à cette question? J'ai l'impression que c'est pas évident. Thibaut Bouteville, peut-être? Et Monsieur Cadoré après. Oui, bah, ça dépend du traitement d'affinage en fait. Nous typiquement, sur la réhute à la sortie de Genestou, les membranes vont permettre de capter tout un tas de pathogènes, les virus qui sont ensuite retraités, voilà, avec une désinfection au chlore qui se fait derrière pour limiter le risque de recontamination dans le réseau. Mais par contre, on va pas voilà, tout ce qui est micropolluants, médicaments. Tout ce genre de choses, les minéraux aussi, voilà, après sur les azote, phosphore, on a très peu d'abattement au sein de la filière, mais ça c'est pour le cas de l'ultrafiltration. Après voilà, sur la réhute, il y a d'autres filières de traitement qui abattent d'autres paramètres. Ça dépend de ce qu'on y traite, ouais. Éric Cadoré, vous souhaitiez compléter? Alors, juste. Je regardais rapidement les paramètres qu'il y avait sur les analyses d'eau faites par le laboratoire départemental de Haute-Garonne. C'est quand même des analyses assez basiques, on va dire. Il y a sûrement des possibilités de développer plus en fonction des usages attendus. Mais bon, petite remarque sur l'analyse de l'eau. On a en France quand même un système d'analyse de l'eau potable, en tout cas, qui est un des plus performants au monde, même si c'est compliqué parce que finalement, c'est l'ARS qui passe des marchés via des collectivités qui financent, et c'est des labos publics ou privés qui répondent à ces marchés. C'est des choses assez complexes. Moi, j'ai travaillé dedans il y a quelques années. Voilà, on a quand même une eau très surveillée. Alors aujourd'hui, il y a la problématique des nouvelles directives européennes et des nouveaux entrants dans les analyses, c'est-à-dire qu'on va analyser plus de choses. On sait déjà qu'il y a des choses qu'on va trouver. On va en trouver peut-être d'autres. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, quoi, voilà. Donc il faut soutenir nos laboratoires départementaux parce qu'on a besoin d'eux pour l'analyse d'eau. Voilà. Petit message au passage. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Oui. On parle d'acceptation sociale. Est-ce que du coup, au niveau de Toulouse Métropole, de l'Agence de l'eau et de la région, vous avez pour projet en fait de prendre en compte les habitants en faisant des espaces de co-construction, de facilitation, et comment vous les intégrez en fait dans vos plans de gestion de l'eau et dans ces projets de réutilisation qui va fortement les toucher? Vaste sujet que la place des habitants dans tous ces projets. Est-ce que quelqu'un veut tenter une réponse? Oui, sur la réhute, il y a l'aspect en fait, selon l'usage qu'on vise, quand on parle d'usager, le sens est plus ou moins large. Enfin voilà. Sur un usage d'hydrocurage, effectivement, l'usager, ça va être l'opérateur qui fait l'opération d'hydrocurage. Mais par contre, quand on parle sur des usages plus larges, d'arrosage d'espaces verts, de jardins publics ou ce genre de choses, effectivement, l'usager, là, ça va être assez éloigné, mais ça va être le grand public. Et nous, pour le coup, pour Valréu, en fait, on va les rencontrer, on va essayer d'aller rencontrer via l'étude d'acceptabilité sociale tous les corps de métier à impacter, et voir aussi comment se pose la question d'effectivement comment on touche le grand public. Là, ça c'est pas pour le coup, je pense pas. Chez nous, je pense pas que ça soit répondu. C'est une vraie question pour la suite, notamment quand on envisage l'hydrocurage, arrosage
des espaces verts, c'est peut-être assez peu sensible, mais pour la question du nettoyage de voirie, je pense que la question du grand public va se poser de manière beaucoup plus importante. Ouais. C'était peut-être pas le premier sujet, compte tenu du fait qu'il y a encore les aspects réglementaires et tout ça à lever. C'était peut-être pas le premier plan. Ouais, disons que dans ce qu'on étudie, nous sur Val Réu, via l'étude d'acceptabilité sociale, les usagers qui sont qu'on va interroger, ça va être effectivement les personnels d'entretien, ceux qui manipulent. Voilà, de Toulouse Métropole, du Stade Toulousain, de Tisséo. Peut-être, on se pose la question en fait dans le cadrage de l'étude, c'est comment, sur les aspects, en fait, sur la question, par exemple, les sanitaires du Stade Toulousain. Là, on peut toucher tout le monde. Et comment on va chercher comment on va chercher les infos. Auprès du grand public. Est-ce qu'un questionnaire ça suffit, une enquête grand format, ou est-ce qu'effectivement il faut engager de la concertation de manière beaucoup plus large? Ouais. C'est une vraie question. Ariette Sourzac, et on conclura là-dessus. Vous avez le dernier mot, la charge, le dernier mot. Non, juste nous à l'agence de l'eau à Dour-Garonne, on est plutôt des financeurs, donc on n'est pas directement impliqués dans les projets, mais par contre on encourage à le faire effectivement. Pour autant, on encourage aussi à ce que cette réutilisation elle soit intégrée dans des démarches globales de territoire. Notamment sur les gros projets agricoles, il y a obligation d'être dans le cadre de ce qu'on appelle les projets de territoire de gestion de l'eau, donc où on a un certain nombre d'usagers représentés et où les habitants peuvent être représentés via des associations, etc. Donc, et après, au niveau des territoires, on peut avoir des contrats de progrès, on peut avoir différents schémas. Il y a les sages, c'est peut-être un petit peu encore au-dessus, mais en tout cas, différents contrats de territoire et différentes organisations dans lesquelles justement les échanges entre les différentes parties prenantes sont possibles. Et après, à l'échelle du projet, on encourage fortement à prendre en compte cet aspect-là dans nos financements. Mais voilà, nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est cette gouvernance de l'eau et cette mise en place dans le cadre d'un plan d'action global et intégré de la gestion de l'eau. De ne pas favoriser forcément des projets à un endroit donné, mais que ça vienne incrémenter un plan global de gestion de l'eau, que ce soit de l'eau conventionnelle ou de l'eau non conventionnelle. Je pense qu'à terme, on viendra à gérer les deux types d'eau si ce genre de projet se développe beaucoup. Merci beaucoup Ariette Sourzac. Je suis obligée de mettre fin à la conférence à regret parce que je suis sûre qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on a encore une autre après. Les échanges se poursuivent sur le salon. Merci à tous d'être venus partager vos exemples. Merci à vous pour vos questions. Dans une petite demi-heure, ne manquez pas la plénière institutionnelle avec tous les élus qui participent et soutiennent ce salon cyclo. Éric Cadoré, ne partez pas trop loin, vous êtes encore avec nous tout à l'heure. Et on parlera d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, celui des réseaux d'eau potable à l'épreuve des générations. À tout à l'heure. Merci. 3, 2, 1.